Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème « Lutte moins engagée contre la corruption ». En effet, le Congo s'est engagé dans la lutte contre la corruption, mais dont les résultats peinent à être palpables. Malgré la mise en place des organes comme la Commission nationale de lutte contre la corruption, le phénomène continue de gangréner tous les secteurs de l'économie. Les organismes internationaux comme le FMI, l'ITIE ou encore la Banque mondiale relèvent des faiblesses dont la gouvernance. Le pays ne se conforme toujours pas malgré la volonté politique. Dans un rapport publié récemment, le Congo reconnaît l'absence des résultats et s'engage à faire de nouveaux gros efforts. Pour en débattre, j'ai sur ce plateau Joachim Baza, il est journaliste, il n'est plus à présenter. Bonsoir Joachim. Bonsoir mon cher Mexan. Et juste à côté, nous avons Gilles Ondongo, il est analyste économique. Bonsoir Gilles. Bonsoir Mexan. Puis en face de vous, nous avons Clovin Bozir Hassan, il est de la société civile. Bonsoir Clovin. Bonsoir. Et comme il est de coutume dans cette émission, nous repartons du côté de la régie pour suivre un élément illustratif, puis nous reviendrons pour en débattre et répondre notamment à la première question. Est-ce que la corruption est une fatalité pour notre pays? À tout à l'heure. La mission des services du FMI au Congo a débouché sur une lueur d'espoir. C'est ce que confirme le communiqué de presse au terme de cette mission de négociation d'un programme de relance économique en République du Congo du 3 au 18 avril 2018. Il ressort de ce communiqué que l'équipe des services du Fonds monétaire international a conclu un accord avec les autorités de la République du Congo sur les contours des politiques qui pourraient être soutenues par un arrangement financier. Le programme proposé par la mission vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive, notamment en rétablissant la viabilité budgétaire et en améliorant la gouvernance, en même temps qu'il vise à contribuer aux efforts régionaux de renforcement de la stabilité extérieure. La mission s'est félicitée de l'intention du gouvernement de créer un organe indépendant de lutte contre la corruption avec tous les pouvoirs d'investigation et un système de déclaration du patrimoine pour les hauts responsables. Enfin, la mission a conclu sur la possibilité de proposer un arrangement financier pour soutenir le programme économique du Congo. La relance économique, c'est aussi créer la croissance inclusive à travers les zones économiques spéciales. L'exploitation de ces pôles de croissance, ouvertes aussi bien aux investisseurs nationaux qu'étrangers, la question a été également évoquée par les membres du gouvernement. La corruption est-elle une fatalité pour le Congo au point où les groupes comme le FMI et bien d'autres nous exigent un recadrage de ce côté-là avant toute aide quelconque? C'est à cette première question que nous allons tous répondre. Gilles Ondongo, vous êtes analyste économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas propre au Congo. Tous les pays du monde, sans exception, sont gangrénés par ce phénomène. Bon, à des degrés bien différents. Lorsque on regarde l'indice de perception de la corruption établi par l'organisme Transparency International depuis 1995, il y a plusieurs pays qui sont sur la liste. Et donc le Congo. Vous savez que fatalité, oui. Fatalité, pourquoi? Parce que ça obère les ressources que le pays a. En l'absence d'une véritable lutte franche contre la corruption, ça fait partie également des causes de la pauvreté. Et le président de la République lui-même d'ailleurs, il a toujours décrit ce phénomène, il a toujours dit que le pays n'était pas exempt de corruption. Donc ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas une nouveauté, que ce n'est pas le FMI ou l'ITIE qui sont venus au Congo pour nous faire comprendre que le Congo était corrompu. Au niveau local, les autorités, à commencer par le chef suprême, le président de la République, lui-même il a déjà décrit ce fait. Maintenant, la question n'est pas de savoir si nous avons décrié ce phénomène, comment faut-il en faire pour en sortir? Quelles sont les mesures que le Congo prend pour sortir de la corruption? Parce que un pays corrompu fait fuir les investisseurs. Je crois que dans la suite du débat, on pourra évoquer toutes ces questions. Naturellement, vous êtes dans l'esprit du débat. Je me retourne du côté de Joachim, l'analyse du journaliste cette fois-ci. Merci bien, mon cher Mexon. Le terme utilisé de fatalité est quand même fort. On ne va pas dire que la corruption est une fatalité au Congo, parce que le Congo est en mesure de combattre ce phénomène.
Et puis, de toute façon, nous sommes dans un pays où il y a des institutions, où il y a un État, où il y a des services qui fonctionnent, ce qui veut dire quelque part que la corruption ne peut pas être une fatalité. Par contre, le terme fatalité peut être utilisé au niveau de la volonté de combattre réellement ce phénomène de corruption. Parce que ça fait quand même des années qu'on en parle, que les dirigeants en parlent, et dans la réalité, pas grand-chose ne change, ou presque rien. Je voulais dire, on arrête volontiers les voleurs de poules, mais la grande délinquance à col blanc qui affecte la gestion publique dans les hautes sphères de l'État semble échapper à toute tentative réelle de lutte contre la corruption. Et c'est ce qu'on appelle à ce niveau-là la grande corruption, qu'on n'arrive pas à attaquer réellement, mais pour des raisons aussi qu'on peut très bien évoquer ici. C'est pas facile. Vous savez, comme on dit, malgré tout est politique, et quand on arrive en politique, souvent, c'est toute une équipe qui arrive au pouvoir, donc des gens qui se connaissent. Et se mettre comme ça là, à soumettre à la justice, à faire interpeller, à arrêter des gens qu'on connaît, c'est pas facile. Ça, plus ou moins, ça revient un peu à un père de famille à arrêter ses propres enfants. Du point de vue sentimental, c'est pas facile. Mais on est au niveau de la gestion de l'État, et donc l'État ne se gère pas avec le cœur, mais c'est avec la raison, d'où la mise en place des lois. Et donc, comme on dit, Dure est la loi, mais c'est la loi. Donc, même à ce niveau des hautes sphères de l'État, de la gestion publique, il faut bien qu'on arrive à pouvoir mettre en branle les mesures de lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Joachim, pour ton analyse. Je me retourne du côté de M. Clovin Bozirassen. Il est de la société civile. Votre analyse sur cette question? Bon, en ce qui concerne cette question de la corruption, j'aimerais quand même qu'on repositionne un peu les choses, parce que chaque fois on entend corruption, c'est d'abord quoi la corruption? Donc, à partir du moment où nous allons décortiquer c'est quoi la corruption, quelles sont les causes, quelles sont les différentes formes de corruption, quelles sont les conséquences de la corruption, on peut alors essayer de mieux répondre à toutes les questions, parce que aller du coup, la fatalité sur la corruption, c'est quoi? D'abord, la Banque mondiale dit ceci, que la corruption, c'est le fait d'utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Et la Banque asiatique de développement ajoute que c'est tout comportement par lequel les agents de service public et privés obtiennent des enrichissements illicites et impropres, soit pour son propre intérêt, soit à l'avantage de ses relations, soit en profitant de sa position qu'il occupe en ce moment-là. Donc, si bien qu'il y a plusieurs formes de corruption, où ça peut être une corruption pour les agents, donc les agents de la fonction publique peuvent être corrompus, ça peut être aussi dans le secteur privé, et ça peut être aussi par l'injonction au niveau de la justice, par les intimidations, ça peut être par plusieurs formes. C'est là où on aboutit à une corruption qui a pour conséquence l'hémorragie financière de l'argent qui allait rentrer dans les caisses publiques pour servir au développement, mais qui s'échappe. Et là, le dernier rapport de l'Union africaine qui vient de sortir parle de près de 50 milliards de dollars qui s'échappent de l'Afrique chaque année à cause de la corruption. Donc, comment faut-il faire alors? Et le dernier rapport du Congo qui vient de sortir parle qu'il y a 65% par exemple de recettes douanières qui échappent aux caisses de l'État à cause de la corruption. Vu ces éléments présentés, on peut dire que si ça continue de cette manière, ça sera réellement une fatalité. Donc ça, je peux donc dire que c'est une fatalité. Et je dis aussi non, tout simplement parce que pour chaque question, pour chaque problème, quand il y a la volonté politique,
il y a la solution. Donc c'est là où je dis, en réalité, le problème de la corruption, c'est vraiment un véritable problème qui constitue un vrai frein au développement des États. Le nôtre n'échappe pas, comme mon ami Gilles ici l'a dit, effectivement, la corruption existe dans tous les pays du monde, il y a la corruption, même au haut niveau, au sommet des États, mais seulement c'est à divers niveaux. Le problème, ce serait de voir, pour moi, quelles sont les causes de la corruption. À partir du moment où on détermine les causes de la corruption, on peut donc proposer des approches de solutions pour arriver à peut-être pas éliminer totalement la corruption, mais à réduire les effets de la corruption sur le développement. Alors, je reste avec vous en 2 minutes. Est-ce qu'on peut connaître ou savoir quelles sont les causes de la corruption selon chaque domaine que vous avez cité, la justice, le privé, le public? D'une manière générale, la première cause principale, c'est la pauvreté. Ça, il faut le reconnaître que la pauvreté constitue l'une des véritables causes de la corruption, parce que quand vous avez des faibles capacités de revenus, comme on le dit, en ce moment-là, vous avez la tentation d'être corrompu, parce que non seulement vous ne le faites pas par mauvaise foi, mais tout simplement parce que les besoins quotidiens poussent les gens, par exemple, à accepter d'être corrompus facilement. Vous avez aussi le faible développement social. Le faible développement social constitue aussi un maillon essentiel qui est responsable de la corruption. Et en cela, il faut maintenant prendre un troisième élément, c'est la convoitise humaine. L'être humain n'est jamais satisfait de ses besoins. Il a tendance à vouloir s'enrichir, il a tendance à vouloir accumuler les biens quand même il ne peut pas les utiliser. Et si donc il n'a pas une culture, une éducation qui sait faire la différence entre le bien public et le bien personnel, dès qu'il accède au poste de responsabilité, la première volonté, c'est comment faire pour accumuler les biens. Et cela devient un vrai problème au niveau de notre pays, où tout responsable qui accède à un poste de responsabilité, la première mission, comment faire pour avoir sa propre part de ce qui appartient à l'État. Ok, alors je me retourne du côté de Gilles ou du côté de Joachim. Est-ce que vous pensez que le Congo est un pays pauvre, ou les Congolais sont pauvres, ou alors est-ce que le Congo fait preuve d'un faible développement social, ou encore est-ce que certains Congolais font preuve de convoitise humaine? Je dis le Congo est un pays riche, mais les Congolais ne sont pas pauvres, entre guillemets. Je m'explique. Vous savez, lorsqu'on regarde, vous avez des pays comme le Rwanda, j'aime à citer ce pays en exemple, c'est un pays enclavé, et lorsque vous regardez depuis près de 20 ans, en termes d'évolution, c'est un pays qui compte aujourd'hui en Afrique, malgré la pauvreté de son sous-sol. Nous avons plus de capacités, nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons les ressources humaines capables aujourd'hui de relever l'économie du pays. Mais est-ce que les Congolais ils mangent à leur faim? Le PIB par habitant est combien? Nullement. Le Congolais ne mange pas. C'est surtout ça les indicateurs. Oui. Le PIB par habitant est combien? Tous les indicateurs économiques, que ce soit le PIB, prouvent à suffisance que le Congolais ne mange pas à sa faim. Tout au moins n'arrive pas à faire face. Corruptible. Oui, corruptible. Tout à l'heure, Arsène a évoqué un aspect important lorsqu'il parlait des causes de la corruption sur la rémunération. Vous savez que le Congolais aujourd'hui, malgré les efforts du gouvernement, lorsque vous regardez un fonctionnaire aujourd'hui, le SMIC, nous sommes autour de 90 000 francs CFA le mois. Ça ne permet pas aux Congolais, tout au moins aux fonctionnaires les plus concernés, prioritairement, de faire face à ce phénomène. Je vais prendre un autre exemple concret. Nous avons plusieurs organes de lutte contre la corruption au Congo. Vous avez l'inspection générale d'État, nous avons la commission nationale de lutte contre la corruption, la fraude. Mais au niveau même des frais de mission, par exemple, les fonctionnaires, lorsqu'ils vont en mission, ils sont payés à 56 000 francs jour. Alors, vous voulez qu'un fonctionnaire dans le pays, vous voulez que quelqu'un qui est payé à 56 000 francs jour, qui va à Pointe-Noire, par exemple, pour enquêter sur une grande entreprise pétrolière, et en contrepartie, qu'est-ce qu'il fera? Donc, ça fait partie des éléments. Mais cela n'excuse pas aussi. Lorsqu'on regarde également au niveau de la moralisation, nous avons vécu au mono parce que la faiblesse des rémunérations des fonctionnaires n'explique pas tout. Parce qu'au niveau de l'éducation, nous sommes allés au niveau après la conférence nationale souveraine, nous avons abandonné l'éducation civique et morale au niveau de l'école primaire. Parce qu'à l'époque,
À l'époque, le Congolais avait peur. Nous avions des valeurs, nous avions des références. Aujourd'hui, vous demanderez à un élève de l'école primaire ou du secondaire, vous lui posez la question, quel est son modèle? On n'en trouvera pas. Ou on va vous citer une personne qui n'est pas une personne morale. Donc aujourd'hui, ce sont ces ingrédients, une fois réunis, qui font de telle sorte que le Congolais est susceptible d'être corrompu. Joachim? Je crois qu'il faut compléter. Il y a 3 éléments, pauvreté, faiblesse du développement social ou convoitise humaine. Hassen a évoqué déjà la pauvreté. Je crois qu'aussi, il faut insister sur les faiblesses de gouvernance, donc les faiblesses des institutions. Pourquoi? Mais en parlant des salaires, l'exemple qu'il a si bien donné, chez nous, il y a eu un secteur où les salaires ont été quand même assez largement augmentés. C'est le secteur de la justice. Je crois que les magistrats, quand même, à l'époque du ministre Jean-Martin Bemba, quand il était ministre de la Justice, il avait obtenu l'augmentation quand même assez conséquente des salaires des magistrats. Et aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que la corruption a disparu de la justice, du secteur de la justice, vous voyez. En dehors de l'augmentation des salaires, les magistrats il faut bien que les institutions, les services d'État soient efficaces. La première des choses, la corruption ne se combat pas avec des services, des institutions qu'on met en place de manière ad hoc ou de manière un peu exceptionnelle. Mais d'abord dans le fonctionnement normal d'État. On a ce qu'on appelle la Direction Générale du Contrôle d'État, qui doit en principe fonctionner normalement justement pour combattre les comportements de détournement de fonds, ainsi de suite, enfin liés à la corruption. Vous avez au sein de la police nationale, de la gendarmerie, vous avez des services, des directions qui s'occupent de la délinquance administrative, donc pour traquer les délits, les crimes qui se commettent, comme on dit, à col blanc. Donc les crimes, les délits réalisés ou que commettent les cadres. Voyez-vous, ça c'est le fonctionnement normal. Il faut que ces services-là soient efficaces. Maintenant, quand le décideur, le politique, le président de la République, constate que le phénomène est important, il peut mettre en place des organes exceptionnels comme la Commission nationale de lutte contre la corruption, parce que voilà, le mal a atteint un certain niveau. Et je voulais dire, dans le fonctionnement normal aussi, il y a évidemment la justice. C'est le grand pouvoir qui, en principe, fait par l'application de la loi de telle sorte que la société soit à l'abri justement des antivaleurs. Une question, Jean-Charles. Est-ce que cette commission n'est elle-même pas corrompue déjà, malgré le fait qu'elle s'appelle Commission nationale de lutte contre la corruption? Est-ce qu'elle n'est pas corrompue elle-même déjà? Tout est volonté politique. Moi, je vous ai dit que volontiers, on interpelle les voleurs de poules. Ok, quand même, on va dire, si vous allez à la maison d'arrêt, il y a beaucoup de gens qui ont détourné un peu d'argent là, qui ont fait ceci, ainsi de suite. Mais le problème, le défi auquel, depuis que le président de la République lui-même a lancé ce chantier de la lutte contre les antivaleurs, et notamment la lutte contre la corruption, le défi que nous avons quand même, c'est le défi au niveau de la haute sphère de l'État. Je ne sais pas si vous avez vu, pour parler maintenant de manière locale, l'édition du journal Le Troubadour qui est sorti cette semaine. Et donc, si vous voyez ce journal, il y a quand même 2 articles qui parlent des personnalités qui occupent des hautes fonctions au niveau du gouvernement. Il s'agit de qui? Puisque vous avez lu ces articles. J'ai vu un article concernant le ministère de l'économie forestière. J'ai vu un article concernant un ancien ministre de l'agriculture. Donc le journal est sur le marché, on peut voir. Alors, un article on ne jette pas l'opprobre. Une seconde. Un article concernant le ministère de l'économie forestière, qui est impliqué dans cet article-là? Le ministre ou ses collaborateurs? Mais je crois que c'est Madame la ministre elle-même, puisque j'ai vu sa photo à la une. Okay. Voilà. Et l'ancien ministre, c'est? L'ancien ministre de l'Agriculture, M. Rigobert Mabundu, qui est, je crois, actuellement directeur de cabinet du Premier ministre. Qui est dans des histoires de corruption. Quand on voit ces choses-là, l'opinion se pose la question et l'opinion maintenant regarde. Puisque le président a lancé le combat contre la corruption,
Voilà des hautes personnalités qui sont citées ou soupçonnées dans des scandales impliquant la gestion, enfin disons sur la gestion publique. Maintenant, les citoyens que nous sommes, on regarde, on se dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voyez-vous. Et nous sommes dans cette attitude depuis des années, où on voit, j'ai cité ces personnalités, mais il n'y a pas que elles. Il ne faut pas jeter l'opprobre. Mais je me dis, leur nom se retrouve là. Maintenant, attendez, pardon, il faut qu'on termine. Oui, on va l'écouter. Et nous sommes dans cette attitude depuis des années. C'est là où l'opinion se pose la question, mais comment se fait-il que le président de la République lui-même lance le chantier de la lutte contre la corruption et l'opinion remarque qu'autour de lui, il appelle à des hautes fonctions au niveau du gouvernement, des personnalités sur qui pèsent de lourds soupçons de corruption, de mauvaise gestion ou d'enrichissement illicite. Voilà la question qui taraude les Congolais. Donc, ce serait bien que ses compatriotes, ses frères et sœurs, puisqu'il y a ces soupçons-là, passent sur un tamis, qu'on dise que non, ce que nous pensions, ce que vous pensiez, c'est pas vrai, pour qu'ils soient à l'aise. Mais autrement, on est gêné de remarquer. Finalement, la convoitise humaine, la corruption, c'est au niveau du sommet quand j'écoute Joachim. Bon, en fait, tant que la justice n'a pas démontré les faits de corruption ou bien établi les faits, on suppose qu'ils sont des présumés innocents. Mais toutefois, nous sommes devant des faits. Je reviens sur la pauvreté qui est la cause. Le problème, c'est c'est comme pour les œufs, la poule et les œufs. Qui est responsable de la pauvreté? On peut déjà dire, en disant que la corruption est parmi les éléments responsables de la pauvreté dans notre pays. Une chose est sûre, Hassen, quand on dit corruption, il y a bien un corrupteur quelque part et un corrupteur. J'arrive. Qu'est-ce que je veux démontrer par là? Effectivement, je rejoins en ce moment-là M. Mbanza quand il est en train de préciser que, effectivement, il y a des preuves de corruption qui sont citées ça et là concernant les dirigeants dans notre pays. Ça, au moins, on ne peut pas le refuser parce qu'il y a plusieurs enquêtes qui sont menées. Au moment où nous parlons, quand le président de la République était, par exemple, en Arabie Saoudite, je crois que c'est ça, en Arabie Saoudite, et le journal, la presse a révélé qu'il y a un dignitaire congolais, qui a 400 millions de dollars dans un compte avec les intérêts de 5 millions, ce qui fait 200 milliards de francs CFA qui actuellement sont gelés là-bas dans ce compte-là. Et comment l'argent a été? La preuve, c'est que l'argent a été viré dans ce compte par la société chinoise qui a construit la route Brazzaville-Pointe-Noire. Il s'agit de quel dignitaire déjà? Bon, en fait, comme je venais de le dire, il faut qu'on soit digne quand nous sommes sur les plateaux de télévision. Et les gens sont de présumés innocents. Le journal ne précise pas Monsieur Intel. On dit seulement qu'il y a un dignitaire congolais, même si je connaissais son nom, pour les questions d'éthique, je ne me permets pas de dire c'est Monsieur Intel. Le président de la République est parmi les gens les mieux informés de ce monde. On le sait bien dans ce pays, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux informé que le président de la République. Donc, il connaît actuellement autour de lui lesquels sont corrompus, lesquels ont pris l'argent de l'État, l'ont mis à l'étranger. Le président Bouhari, j'arrive. Est-ce que vous êtes en train de dire que le président de la République ne fait pas un effort pour les écarter? Ce n'est pas faire un effort pour les écarter, c'est lui qui fait confiance aux citoyens qui doivent être à ses côtés pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous voyez, nous avons plusieurs cas de corruption qui gangrènent dans notre pays. Je prends l'exemple. Nous avons, de 2002 à 2016, le Congo a eu 30 000 milliards de francs CFA. Mais sur les 30 000 milliards de francs CFA que l'État a eu, il a fait de gros investissements dans les infrastructures. Mais malheureusement, à cause de la corruption, les infrastructures ont été surfacturées au point où tout l'argent se retrouve dans les paradis fiscaux. Et tout le monde le sait. En Espagne, actuellement, nous avons pratiquement 4 millions de dollars qui sont 20 millions de dollars qui sont séquestrés là-bas. On attend que les dignitaires congolais puissent reconnaître cet argent parce que c'est de l'argent liquide qu'on a retrouvé dans les maisons de certains des dignitaires qui
qui refusent même la parité de ces maisons. Au Portugal, nous avons également 13 milliards de francs CFA qui pourrissent dans des comptes là-bas. On attend que les Congolais puissent aller récupérer cet argent. Comme personne ne se présente, 3 ans après qu'on a accordé au Congo, si personne ne se lève pour aller réclamer cet argent, l'argent sera déversé dans le trésor de ces pays-là. C'est déjà, vous voyez, rien que pour 3 exemples, nous sommes pratiquement à près de 230 milliards de francs CFA avec autant d'argent. Quel est le budget du Congo pour l'investissement cette année? C'est 261 milliards. Ça veut dire que s'il y a de la volonté, le président Bouhari a dit clairement que à ces États, aux autres pays africains, que ramenons cet argent en Afrique pour qu'on construise le pays, l'Afrique. Donc s'il y a la volonté politique, ce n'est pas de dire luttons contre la corruption sans rien faire dans la pratique. 10 ans pour terminer que la Commission nationale de lutte contre la pauvreté a été mise en place. 10 ans après, il n'y a aucune personne n'a été jugée et condamnée. Mais quand on arrête de fréter, pendant qu'il y a des gros poissons qui paraissent à l'œil nu, la commission ne fait aucun effort. Il est en train de traîner depuis longtemps sur le dossier de CHU, le dossier des bourses, qu'il a commencé à enquêter depuis 2012. Donc vous voyez qu'il n'a pas il a envie. Mais devant les bourreaux autour, le pauvre est obligé de se rétracter pour faire semblant. Quand on lui dit avance, il essaie d'avancer. C'est ça donc ma position. Nous allons prendre une pause avant que tu n'interviennes parce que la pause, elle est impérative. On prend donc une pause, mesdames et messieurs, puis on reviendra pour répondre toujours à cette première question. Mais cette fois-ci, ça ne sera que M. Gilles pour 2 minutes et puis nous passerons à la suite. À tout à l'heure.